Voilà, il est l'heure, on va pouvoir commencer. Est-ce que l'un de vous aurait la gentillesse de fermer les portes? S'il vous plaît, merci. Et de l'autre côté aussi, en fait, j'ai l'illusion qu'il fera moins froid si je vois les portes fermées. J'ai quelques hallucinations dues à la fièvre. Allez, allons-y. Alors, notre dernier séminaire s'est quasiment clôturé par un moment assez violent où l'un d'entre vous m'a interpellé sur ce que je disais sur la maladie de Lyme. Je suis psychanalyste et il n'est donc pas dans mes habitudes de passer sous silence ce à quoi nous assistons ou ce à quoi nous sommes confrontés. Alors je suis désolée pour la voix éraillée. Entrez. Je vais essayer de faire de mon mieux, puis si j'y arrive pas, tant pis. Hein. Mais en fait, cette affaire de maladie de Lyme déchire pas simplement notre séminaire. Hein, je vais peut-être simplement situer ce qui s'est passé pour ceux qui peut-être étaient absents. L'un d'entre vous a évoqué à l'époque le scandale de Lactalis, du lait infantile contaminé. Et donc un des auditeurs m'a interpellé sur l'évolution sociétale pervers, on peut dire ça comme ça. Et du coup, j'ai associé presque spontanément, naturellement, avec cette question très actuelle de maladie de Lyme. Alors, ça ne fait pas du tout partie des prérogatives initiales de mon séminaire. Je ne suis pas censée vous parler de ça, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas infectiologue. Mais pour autant, mon séminaire traite de la perversion, et même si cette année on a choisi de resserrer la question du pervers dans sa relation amoureuse, eh bien, il m'a semblé que ce qui s'est passé la dernière fois nous autorisait à élargir un tout petit peu le champ, ce qui va nous faire un retour en arrière des 2 années précédentes où nous évoquions ces questions d'évolution sociétale vers une forme de perversion ordinaire. Et je voudrais aujourd'hui m'arrêter sur cette question. Je veux m'y arrêter par la violence de ce qui s'est joué ici, par la violence de ce qui se joue plus généralement dans la société civile autour de cette question-là, et peut-être souvent autour de questions de société qui sont masquées, cachées, qui sont déchirées et qui sont sujettes ou soumises à ce qu'on peut qualifier d'un déni massif. Le déni étant, vous l'avez bien compris depuis le temps, le mécanisme central de la perversion. Et c'est à ce titre que je m'autorise à vous parler de la maladie de Lyme aujourd'hui et à vous en dire quelques mots de mon endroit. Alors je regrette que ce monsieur soit pas là aujourd'hui, je m'en doutais un peu. Et pour autant, alors, donc quand j'ai évoqué cette question-là à l'occasion du dernier séminaire, un monsieur qui était installé tout au fond de l'amphi a pris la parole pour nous faire part de sa certitude d'expert, donc un monsieur qui est médecin attaché dans un service d'infectiologie, spécialiste des maladies infectieuses et qui par conséquent m'a hélé en me disant qu'il était pas dans le champ de mes compétences d'affirmer ce que j'affirmais. Alors je vais réitérer aujourd'hui. Malheureusement, ce monsieur n'est pas là. Et je vais quand même vous parler de ce qui déchire la communauté médicale et de ce qui fait une confrontation hyper violente, paradoxalement à l'ère des experts, de l'expertise, d'une médecine de plus en plus scientifique, d'une médecine qui exclut de plus en plus le sujet
et le sujet malade de lui-même, de cette médecine hyper scientifique qui ne parvient même pas à se mettre d'accord sur ce qui semble tout de même être l'épidémie de notre 21e siècle, après le sida. Alors, toutes les époques ont eu leur grande épidémie. On va parvenir sur les épopées, la peste, la rage, la syphilis à une autre époque, puis le sida, d'autres entre-temps, etc., etc. Et aujourd'hui, nous en arrivons à une transmission bactériologique, puisque la maladie de Lyme est transmise. Il y a 3 grandes voies de transmission de la maladie de Lyme, les tiques, les tans, et probablement aujourd'hui, ils en sont assez certains, une transmission intrafétale de la mère au fœtus. Cette maladie est qualifiée, spécifiée par la transmission d'une bactérie qu'on appelle une borrelia. Et il y a plusieurs formes différentes de borréliose qui donnent des symptômes qui sont diverses et multiples. C'est une maladie assez protéiforme qui donne une apparence différente d'un patient à l'autre et qui aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, a été qualifiée comme cause nationale avec des milliards de dollars qui ont été débloqués pour pouvoir accompagner la recherche sur cette maladie-là. En Allemagne, c'est aussi une des premières priorités dans l'accompagnement sanitaire des patients. C'est aussi une maladie tout à fait officiellement déclarée en Pologne. Dans un pays comme la Biélorussie, qui est tout de même un pays encore communiste, qui est un pays pas franchement aussi avancé que notre bon vieux continent, allez, on va dire que notre grand pays qu'est la France. En Biélorussie, quand une personne est piquée par un tic, j'ai été stupéfaite d'apprendre cela, la consigne est de ne pas retirer le tic tout seul, c'est de se rendre le plus tôt possible dans un laboratoire d'analyse médicale, de se faire retirer le tic est analysé, et en fonction de la bactérie dont il est ou pas porteur, d'immédiatement proposer un antibiogramme pour avoir l'antibiotique le plus ciblé pour pouvoir lutter contre la maladie. Alors, en France, il n'y aurait que 30 000 cas de maladie de Lyme ou Lyme, contre évidemment des millions déclarés dans les pays voisins. En France, pour des raisons qui m'échappent, la maladie n'est pas détectée parce que les tests de dépistage ne sont pas fiables. Et sur les tests même de dépistage, il y a une querelle, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui hurlent que les tests ne sont pas fiables et que par conséquent nous ne pouvons pas continuer, que les médecins qui accompagnent ces pathologies-là ne peuvent pas continuer à travailler avec des tests de dépistage qui ne sont pas fiables, et ceux qui hurlent à la mort que les tests sont extrêmement fiables. Alors, c'est un vrai scandale sanitaire en cours, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'autorise à vous en parler. J'ignore dans combien de temps est-ce que le scandale de la maladie de Lyme sera rendu public, mais en tout état de cause, ce le sera. Alors pourquoi ça nous regarde, toute cette histoire, et en quoi ça a à voir avec mon séminaire sur la perversion narcissique? Eh bien, ça a à voir avec notre propos, parce que notre société néolibérale, parce que notre hypermodernité a engendré des fonctionnements politiques, des fonctionnements sociétals, professionnels, des fonctionnements de relations humaines particuliers. Et que ce qui peut être repéré à grands traits, c'est tout de même cette question du déni des réalités évidentes.
Alors vous voyez, je vais me servir de la maladie de Lyme comme paradigme d'une réflexion autour de la société qui nous entoure, celle dans laquelle nous sommes pris, et de cette particularité à la démocratie et à la démocratie néolibérale d'engendrer des dirigeants qui ne sont plus tellement souciés par la question de la vérité, ni eux ni nous d'abord, mais qui sont de plus en plus attachés, cette société est de plus en plus attachée, non pas à l'idée d'une vérité, vérité que l'on perçoit de plus en plus comme singulière, comme individuelle. Un des propos les plus courus aujourd'hui est de dire mais il n'y a pas une vérité, chacun sa vérité, il y a autant de vérités que d'individus. Autrement dit, s'il n'y a plus de vérité, il n'y a plus non plus de vérité scientifique. Et finalement, on va pouvoir distordre à souhait les évidences, quelles qu'elles soient, à des fins mercantiles, absolument assommantes. Alors, la raison pour laquelle j'ai été particulièrement saisie par la perversion qui sévit autour de la maladie de Lyme, c'est une maladie que j'ai rencontrée dans mon environnement proche, dans mon entourage. Et à ce moment-là, j'ai ouvert une boîte de Pandore où tout ce que j'ai vu a été plus qu'effrayant, assommant, terrifiant, je ne sais même pas comment vous le dire. Et les médecins qui choisissent aujourd'hui d'être les héritiers et les garants de quelque chose de très dépassé, de très has-been, et qu'on appelle l'intérêt du patient. Ces médecins qui sont, old school, ceux de la vieille école, ceux qui se battent comme cliniciens. On va y arriver. Eh bien, ces médecins-là ont commencé par être hués. Ils ont été décrédibilisés. Ils se sont accrochés, ne portant pas grande attention aux moqueries et aux railleries. Sauf qu'avec les années, quand ils ont tenté d'alerter, en 2016, il y a une centaine de médecins qui a été signataire d'une pétition dans le Nouvel Obs pour tenter d'alerter sur le fléau, sur l'épidémie et probablement, d'après ces gens-là, sur la pandémie de maladie de Lyme. Eh bien, bizarrement, ces gens-là ont été les uns derrière les autres interdits de pratiquer la médecine. Oui. Eh oui, je vois vos têtes. Eh oui. Alors vous voyez, le fait de pouvoir aujourd'hui se servir, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, d'instances de contrôle, de régulation, comme le Conseil de l'Ordre par exemple, et pouvoir imposer par la terreur. La terreur, c'est l'interdiction de pratiquer pour des médecins qui, par ailleurs, tous les jours, réussissent à améliorer le sort de leurs patients, qui n'ont pas eu une seule plainte de leurs patients. Parce qu'évidemment, vous pensez bien que je ne viens pas me présenter à vous aujourd'hui en vous parlant d'un sujet qui n'est pas du tout ma spécialité, auquel évidemment on va me reprocher de ne rien connaître, sans m'être au préalable assuré que je ne venais pas vous raconter des salades. Alors, pour exemple, il y a un des médecins, allez, je vais le nommer, il m'en voudra pas, je suis sûre. Puis s'il m'en veut, il me le dira, mais ce sera trop tard. Un des médecins qui est un combattant de la vieille école,
qui se bat pour ses patients tous les jours, avec un montant de consultation tarif sécurité sociale conventionné secteur 1, qui s'appelle Bronstein, et qui depuis quelques années se fait plus qu'enquiquiner par le Conseil de l'Ordre. À la dernière tentative de le convoquer, une de ses patientes a décidé de mettre en ligne une pétition, et en 48 heures, cette pétition a récolté 50 000 signataires. C'est quand même vous dire qu'il y a un petit problème. Si 50 000 personnes de la société civile se mobilisent pour dire, écoutez, arrêtez de toucher à nos médecins, arrêtez de toucher à ceux qui ne sont pas dans les arcanes du pouvoir. Pardon ? Qui ne sont pas dans les arcanes du politique ou du politiquement correct. Et si le politiquement correct ou la voie tracée, probablement pour des raisons d'économie de marché, et si c'est parfaitement contraire aux intérêts des patients, si ça laisse des millions de Français malades, gravement malades, tous les ans sur le carreau, eh bien c'est pas très grave. Eh bien vous voyez ce cynisme qui est propre à notre hypermodernité et qui est propre au modèle démocratique qui est le nôtre. Cette particularité, ce cynisme, le déni majeur autour de la pratique de ces médecins qu'on appelle les docteurs Lyme. Ces médecins-là guérissent et soignent des centaines de gens tous les ans. Et le docteur Bronstein, dont je vous parlais, avale, si j'ose dire, de la maladie de Lyme, en mange tous les jours depuis presque 10 ans, avec des succès thérapeutiques inouïs, des témoignages de patients dithyrambiques, avec des gens qui sont extrêmement reconnaissants d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui pouvait donner une réponse adaptée à la fois diagnostique puis thérapeutique, et qui n'a vu que des améliorations notables grâce à ces prises en charge. Eh bien, vous voyez, ce décalage entre l'observation clinique, les patients qui par milliers sont capables de témoigner du bien fondé du traitement qu'ils ont reçu, de la justesse du diagnostic qui a été posé, de l'amélioration notable de leur état, pour certains de guérison totale, pour d'autres de rémission. Eh bien, tout cela n'a aucune valeur pour le Conseil de l'Ordre, qui de façon dogmatique applique un protocole qui a été élaboré on ne sait pas comment, enfin si eux ils savent, et qui continue par exemple à interdire la prescription d'antibiotiques au long cours. Alors ça vous semble être du détail, mais pour accompagner à juste titre ce que ces médecins-là nomment un sida bactériologique, la maladie de Lyme est un sida bactérien. C'est une maladie grave et lourde, et pour pouvoir arriver à bout le plus possible de ce sida-là, il faut bien entendu des trithérapies, comme un sida ordinaire. Sauf que tant qu'on continue à être dans le déni, et qu'on continue à prétendre que cette maladie n'existe pas, ou plus exactement qu'elle existe, mais à une échelle extrêmement réduite, qu'on nie l'épidémie, voire même aujourd'hui la pandémie, eh bien on laisse des milliers de patients sur le carreau qui sont désemparés, désespérés, en plus d'être malades. Et alors là où ça vient quand même doublement rencontrer la psychanalyste que je suis, c'est que j'ai moi-même fait une expérience assez
délicate, compliquée. Cette maladie a une forme neurologique. Et dans la forme neurologique de la maladie de Lyme, les conséquences symptomatologiques sont très proches de ce que nous, les psys, pourrions qualifier de pathologie psychiatrique. Et au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de travaux dignes de ce nom qui soient menés pour être capables de procéder à un diagnostic différentiel et être en mesure de définir ce qui relève d'une pathologie d'allure psychiatrique mais d'origine infectieuse et ce qui est franchement de l'ordre d'une pathologie psychiatrique. Vous comprenez que pour la spécialiste que je suis, c'est particulièrement troublant, c'est inquiétant, et c'est une situation inédite. La perversion de notre hypermodernité. Et la perversion de notre hypermodernité met en scène une objectalisation de l'autre. L'autre n'est plus sujet, il est objet. C'est ce que je vous ai prouvé à l'occasion des séminaires précédents dans les relations du 1 à 1 du pervers avec sa proie. Mais de la même manière, si on étend le schéma de la perversion, eh bien on se rend compte que d'un point de vue sociétal, ce sont les sujets patients, qui ne sont plus des sujets, mais des objets de marchandisation, des objets qui, dans la médecine et le soin, ont été parfaitement gommés. L'aveuglement et la surdité des opposants au constat de l'épidémie de la maladie de Lyme est d'une telle virulence qu'ils en viennent à nier les dizaines de milliers de témoignages de patients qui disent « J'étais malade, je ne le suis plus. J'ai pris un traitement par antibiothérapie pendant 6 mois. Aujourd'hui, je vais bien. J'ai été malade pendant 20 ans, 10 ans, etc. » Et seul un médecin capable de se battre contre tout un système a été à même de me guérir et de me soigner. Alors, vous voyez, par cet exemple de la maladie de Lyme, ce que je tente de vous montrer, c'est le cynisme de cette époque hypermoderne, où la perversion est généralisée. Et où finalement, dans un système démocratique, tel que nous fantasmons qu'il est, ce que nous obtenons est probablement plus une gouvernance totalitaire, avec des émergences d'une violence inouïe. Et je sais parfaitement que le séminaire que je suis en train de donner aujourd'hui va me coûter quelques animosités, pour ne pas dire quelques déchaînements et déferlements de violence. Eh bien, tant pis. Tant pis parce que je veux faire partie des donneurs d'alerte, parce que je veux faire partie, comme ces médecins-là, de ceux qui sont de la vieille école, ceux qui restent attachés à des valeurs, à une idéologie, à l'idée qu'on soigne parce qu'on est au service de l'autre, et que l'autre, sa parole, ses symptômes, ses douleurs, l'autre a une voix, et que cette voix-là, je l'entends. Et que cette confrontation entre les pro-Lyme et les dénis du Lyme, eh bien dans un cas, vous avez ceux qui s'adressent à un patient qui est sujet de lui-même, sujet de sa maladie,
sujet de son discours, sujet de ses symptômes, que l'on écoute, que l'on accompagne. Et de l'autre, eh bien, vous avez des gens qui n'entendent rien parce qu'ils n'ont plus affaire à un sujet clinique, parce qu'ils n'ont affaire qu'à un objet, et qu'ils objectalisent à outrance toute la question du rapport à l'autre. Et qu'in fine, il n'y a plus de relation à l'autre. Alors vous voyez la difficulté dans un rapport amoureux, puisque c'est ce qu'on s'était fixé d'étudier cette année, et du pervers avec sa proie, sa victime, sa douce ou son chéri. Mais quand vous mettez ça à l'œuvre, de façon plus globale, et que le déni de l'autre, le déni du discours de l'autre, porte sur des questions aussi fondamentales que l'épidémie de notre époque, comme il y a eu l'épidémie du sida, comme avant il y a eu l'épidémie de la peste, comme encore avant l'épidémie du choléra, comme encore avant, je sais plus quoi. Franck fait dodo, donc je peux pas lui demander. Non, il se marre. Il écoute. Ah oui, notre ingénieur a les oreillettes. T'entends comme j'ai la voix malade? Ouais, c'est pas grave? Non? Bon, d'accord. Franck a dit d'accord, je continue, tant pis pour vous. Finalement, dans ce schéma, vous voyez que l'autre, le sujet, est dénié, il est objectalisé. Mais il est objectalisé jusqu'à sa propre destruction. Et il est là, le lien. Le lien, c'est que le déni du rapport à l'autre, le déni de la place de l'autre, le déni comme fonctionnement de la perversion. Dans les rapports de couple, le pervers va jusqu'à détruire sa proie. L'objet du déni du pervers finit par être détruit par le pervers. Et bien de la même manière, le déni de l'épidémie bactériologique actuelle entraîne la mort probable de patients en nombre très important. Vous savez, je ne prends pas tellement de risques, en fait. Je ne prends pas tellement de risques parce que la situation française est une situation ubuesque. Et c'est la raison pour laquelle j'ai démarré mon propos en vous parlant des États-Unis et des pays qui nous sont limitrophes. Et comme je le disais sous forme de boutade à l'occasion du précédent séminaire, l'éthique ne demande pas de visa d'entrée d'une région à une autre. Et quand on reconnaît qu'il y a effectivement un risque de contagion important en Alsace, mais qu'une fois qu'on a passé la frontière régionale et qu'on n'est plus en Alsace, il n'y a plus aucun risque, on se fout quand même largement de notre tête. Et oui, ça vous semble d'une simplicité absolue. C'est comme cette affaire de nuage de Tchernobyl. Vous savez, le nuage s'est arrêté juste à la frontière de notre pays, parce que nous, les Gaulois, sommes protégés par les cieux. Alors, il y a un psychanalyste qui est aussi agrégé en philosophie, qui s'appelle Emmanuel Diette, qui travaille sur ces questions-là, pas sur la maladie de Lyme, mais sur la question de la perversion de notre société. Il a publié un article qui est vachement bien. Grâce à la fièvre, j'ai oublié mon cahier dans le train. Donc j'ai retrouvé des petites notes qui étaient dans un bouquin, mais je ne sais pas si là-dessus j'avais noté. Bon, sinon je vous dirai ça la semaine prochaine ou pour ceux que ça intéresse. Ah oui, je l'ai. L'article a été publié dans la revue Connexion, dans la revue numéro 98, qui s'appelle « Aujourd'hui, nommer la perversion ». C'est un article qui est vachement bien foutu et que je vous invite à lire.
Et je lui ai emprunté cette citation, je le cite donc. La mise au placard et harcèlement vise précisément dans la société néolibérale à faire taire et priver de parole ceux qui savent et pourraient dire ce qu'ils ont compris des dérives pervers, des mécanismes séducteurs et du fonctionnement désubjectivant des entreprises, de l'État. Alors, quand on cherche à enquiquiner ce fameux docteur Bronstein et les autres avec lui, et tous les acolytes qui défendent le droit de guérir les patients malades de Lyme, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à le faire taire, on cherche à le priver de parole, parce que lui sait, et lui pourrait dénoncer les dérives pervers des mécanismes et du fonctionnement désubjectivant actuel par le déni de l'infection, de la contagion bactériologique que subissent ces patients-là. Alors, des exemples, finalement, j'aurais pu en prendre plein, malheureusement. Il y en a plein. J'ai été amenée à vous parler de la maladie de Lyme parce que l'un d'entre vous a soulevé la question de la contamination des laits infantiles et du silence, de l'omerta qui préexistait autour de la production de ce lait-là. L'économie de marché et notre néolibéralisme a mis à la place du pouvoir et du savoir les acteurs du marché. Et il y a un déplacement, le déplacement d'autorité. Je ne sais pas, moi, si nous sommes encore gouvernés par des politiciens ou par les acteurs du marché néolibéral. Je ne sais pas qui a le pouvoir. J'aimerais bien que ceux que nous avons élus soient réellement en mesure de prendre les décisions les plus justes, débarrassées des questions d'enjeux financiers. Je n'en suis pas certaine. Et ce que je voudrais ouvrir, c'est le corollaire, c'est le pendant de la perversion généralisée, qui est presque sa réponse en miroir, et qui est la paranoïa. À quel moment répond-on ? À quel moment répond-on avec perversion à la perversion par la paranoïa ? À quel moment sommes-nous paranoïaques ? Quand nous allons jusqu'à, par exemple, élaborer les thèses les plus farfelues. Farfelues selon moi, mais peut-être pas selon certains d'entre vous, que l'attentat du 11 septembre ait été fomenté pour des intérêts politiques plus importants que l'attentat lui-même. Vous voyez, les théories conspirationnistes, elles prennent aussi naissance dans un terreau qui est un terreau pervers. Et que finalement, il est aujourd'hui extrêmement difficile de pouvoir continuer à faire confiance. Et cette crise inédite de la confiance en nos gouvernants, dans les organes décisionnaires, je prenais l'exemple du Conseil de l'Ordre. Moi, j'avais la certitude que le Conseil de l'Ordre était dirigé par des super médecins, extrêmement compétents, bienveillants, qui étaient plus que les autres animés de leur serment d'Hippocrate. Et finalement, non. Non. Les gens qui siègent probablement au Conseil de l'Ordre sont beaucoup plus aguerris aux jeux de coude, aux questions de pouvoir. L'argent, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas d'argent qui circule. J'entendais l'argent, je ne crois pas. Je ne sais pas, remarquez. C'est vrai, il y a les labos dans la boucle. Ah oui, ah mince, j'avais oublié cette affaire-là. Ah, qu'est-ce que je suis naïve. Hein? Ben oui. On est aujourd'hui face à tout ça. Et notre société hyper moderne, vous savez, je ne sais même pas en fait si on est vraiment encore dans l'hypermodernité ou déjà après.
Je crois qu'on est en train de dépasser un cap. Je crois qu'on est en train de voir se profiler à grands traits une société qui est encore différente de celle qu'on qualifie d'hypermoderne. Je crois que l'hypermodernité, elle est déjà derrière nous et qu'on est aujourd'hui passé à une étape encore différente. Celle où on est capable de sacrifier, oui, des vies humaines, parfaitement, des vies humaines, au prétexte d'une pseudo-idéologie médicale qui n'a rien d'une idéologie. Personne n'est dupe, personne n'est dupe, sauf ces pauvres patients qui se battent contre le mensonge. Parce que le mensonge est évidemment central dans toutes les perversions. Hein. Vous savez bien, maintenant vous êtes devenus des super pros de la perversion. Déni, mensonge, clivage. Eh oui. Alors, quand on libère la parole, comme j'ai essayé de le faire au dernier séminaire et comme je le fais franchement à celui-ci, eh bien vous voyez les réactions extrêmement violentes qu'on engendre. Face à une situation tranquille, deux spécialistes peuvent avoir deux opinions différentes concernant un même sujet. Ou un non-spécialiste et un spécialiste. Et l'échange pourrait être tranquille. Pourquoi l'échange n'est pas tranquille ? Pourquoi est-ce qu'on choisit de museler les médecins qui pour autant n'ont pas une seule plainte de patient, pas une seule? Pourquoi ces gens-là, qui n'ont que des éloges, des patients qu'ils accompagnent, pourquoi ces gens-là sont-ils victimes d'un tel déchaînement, d'un tel défernement haineux? Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils tentent de résister à un système qui est une espèce de machinerie lourde. Et de plus en plus, dans cette société après l'hypermodernité, je vois comment il faut le lire du reste, eh bien, dans l'époque que nous traversons, la mise au placard, l'éviction, la condamnation au silence vont être de plus en plus de mise. Et c'est la raison pour laquelle je vous parlais de l'émergence d'un système politique qui finalement, sous couvert de démocratie, s'approche infiniment plus d'un climat totalitaire. Alors je vais vous laisser la parole parce que je suis fatiguée. Et que je propose que nous passions d'ores et déjà à notre discussion. Je ne sais même pas quelle heure il est. Ouais, on aura vraiment écourté. Bon, voilà. Vous avez compris quel était mon propos. De toute façon, je reviendrai dessus au prochain séminaire. Bonjour madame, je suis très émue en posant ma question et je vous remercie pour les conférences que vous pouvez donner. Voilà, j'ai actuellement une fille qui vit sous l'emprise d'un conjoint qui est manifestement pervers et paranoïaque. Ils ont coupé